Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti ou de Vérité à venir, tout dépend de comment vous m'avez connu. N'hésitez pas à apporter du soutien si les contenus vous intéressent par des likes, à mettre des commentaires, soit de vos opinions passagères, ou bien pour me reprendre en me disant là tu t'es trompé, là t'as des choses à améliorer, je prends avec bienveillance bien évidemment tous les messages, et il y en a certains parmi vous qui avaient de la connaissance aussi des livres, des magazines, des articles à me présenter, donc l'espace des commentaires, c'est fait pour ça. Vous pouvez trouver la voie du partage juste au-dessus par l'URL, un copier, hop, sur un réseau social ou par mail, coller, ça c'est fait, ça me référence, et la petite flèche juste en dessous. Aujourd'hui, on va partir sur Le choc des civilisations de Samuel P. Huntington, qui va nous interpeller sur les conflits à venir, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une civilisation ? Y en a-t-il plusieurs ? Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans une mixture où on a mélangé un peu de tout et on va en arriver malheureusement à un mauvais résultat ? La question est posée et il y a quelques mois de ça, je vous avais présenté Malthus, essai sur le principe de population, à peu près les mêmes thématiques. L'idée que la population mondiale croît de façon géométrique, de 4, 8, 16, vous m'avez compris, alors que les ressources naturelles sont exploitables de façon additionnelle. C'est-à-dire on arrive à faire des progrès et à multiplier les ressources que l'on va produire pour l'agriculture, pour l'élevage, mais pour autant, il y a un moment, ça va bloquer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays qui au départ sont passés de petites contrées, et pour agrandir leur population et leur pouvoir, sont devenus dans un premier temps des royautés, puis des empires, afin de faire des conquêtes de territoires, entre autres, pour répondre à ce principe de population. Après, dans ce livre, nous avions vu que des missionnaires étaient là, des explorateurs commençaient à partir également à la rencontre de d'autres populations, et tombaient sur des tribus qui leur semblaient sauvages, dépassées, avec différentes croyances, parce que les peuples, que l'on pourrait voir par, entre autres, René Martial, comme des résultats, sont issus des fois de croisements entre petites tribus voisines, et c'est là que ça a constitué quelque chose de sérieux. Partis à l'exploration de différentes contrées sont peut-être des fois revenus sur leur terre initiale avec des savoirs, et donc il y a eu un croisement de culture quant aux connaissances, au maniement des outils, et encore aux techniques par exemple de combat, entre autres, et on retrouvera même dedans l'idée du cultuel, du religieux avant même qu'on ait les monothéistes. Il y avait des gens qui pratiquaient des rites, des sacrifices, du cannibalisme même, et entre tribus assez rapprochées, ils se faisaient la guerre et des fois par exemple enlevaient comme butin une femme à l'autre tribu et la faisaient leur soit pour la marier et obtenir la force entre autres des autres groupes, ou bien pour la sacrifier, ou encore pour en faire une sorte de rançon. Et la remettre après contre des denrées, des armes, des outils et ce genre de choses. On avait rapidement abordé ça parce que c'est plus loin encore dans le livre, et vous me connaissez, j'aime bien être entier quand je présentais les choses. Et aujourd'hui, sur ce principe de population, on va le laisser un peu de côté. On reviendra dessus par la suite. Il y a tellement de choses à revoir. Là, quelques extraits comme ça que je pourrais vous donner en petit aperçu. Donc là où ils ont trouvé suffisamment de subsistance, ils s'accrurent rapidement et puis attaquèrent leurs voisins. En fait, on voit des fois des nomades qui vont réussir à trouver un lieu plutôt intéressant où il y a notamment des sources d'eau, la nourriture à proximité, du gibier même à chasser par exemple, et en même temps l'idée d'aller après faire la conquête de certains voisins, parce qu'en commençant à s'établir sur ces contrées-là, il y en a peut-être d'autres qui en passant se disent que c'est peut-être viable de rester là, c'est peut-être un moyen en tout cas de survivre que de galérer aussi à la cueillette et entre autres à la chasse, par exemple. On a des sociétés qui se forment, on a différentes tribus donc, qui sont en guerre, on a même, comme je vous le disais, c'est à la page 116, ils mangent de la chair, et ça c'est prouvé. Il y a des fornications aussi. Nous sommes à des périodes où c'est pas forcément la morale d'aujourd'hui, hein. C'est-à-dire une femme me plaît, je vais la draguer, et puis si elle refuse les avances,
on en reste là. Là, c'est des époques fort différentes. Le plus fort l'emporte. Il y en a certaines qui vont subir, eh bien, soit de s'en remettre. Donc on a aussi les polyamours, les côtés polygames, où les plus forts peuvent prendre tout ce qui les intéresse et dans leur royaume, ou autrement même à servir ces femmes. Et on a également des bébés qui sont tués, parce que des fois, le peuple n'a pas suffisamment à manger, alors une bouche de plus, non, c'était pas acceptable. Ou le bébé vient d'une femme d'un autre peuple, ça peut aussi poser des problèmes. Quoi qu'il en soit, on a des traces de ça, des bébés sacrifiés, des femmes donc, qui sont enlevées et de la fornication entre autres. Et ça, c'est dans des contrées américaines, il me semble, et africaines. Ça ne veut pas forcément signifier qu'en Europe, il n'y a pas eu ce genre de pratique. Mais que souvent, on nous laisse entendre le mythe, et ça, c'est vrai que ça revient beaucoup. Les Occidentaux, c'était les barbares, et puis en fait, les autres populations vivaient à leur rythme, mais étaient totalement en harmonie avec la nature, il n'y avait pas de mal, les Africains étaient les peuples les plus développés. Bon, suffit d'entendre ce qui se passe encore aujourd'hui avec des enfants zouris sacrifiés, les albinos qui sont chassés pour leurs différences de couleur de peau, et la magie, soi-disant, qu'on croit en eux pouvoir récupérer. Donc, ça prouve qu'il y a des rites qui ont perduré, et des sacrifices tout autant. En Europe, beaucoup moins. On le voit sur l'autel, il n'y a plus comme ça ce genre de pratique barbare, même s'il y a encore des enfants sacrifiés, on pense à ceux placés à l'Azeu et mis entre les mains de barbares qui font pas forcément leur magie ou leur rite, mais en tout cas s'en prennent aux plus faibles. Mais on a réussi, l'Occident, à faire quelque chose, c'est pousser la civilisation. L'Occident s'est beaucoup inspiré aussi de ce qui existait ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'il ne s'est pas cantonné à bloquer seulement un savoir et, voyez-vous, à s'enfermer. Alors, c'est ce qui se passait beaucoup en Égypte, en partie d'Afrique, mais également au Moyen-Orient. Il y avait comme ça des tribus et chacun avait son propre dieu. Ne voulait pas forcément mélanger les fonctions de son dieu avec d'autres. Le seul moyen de gagner la fonctionnalité du dieu local, la force et peut-être du savoir, c'était par la conquête. Là où les Occidentaux, avant de faire leur grande invasion, ont d'abord été plutôt en exploration, ont ramené, ont peaufiné, ont amélioré et ont donné le résultat d'aujourd'hui. Je veux dire, même si on n'est pas en total accord avec les droits de l'homme et du citoyen, parce qu'on se dit oui, liberté d'expression, mais attention, ne contrevenant pas à la loi, le droit de, par exemple, de manger entre autres, d'être habillé, logé un minimum, quoi, et respecter la pyramide de Maslow, c'est compliqué. Parce qu'en Occident, on est arrivé à un paroxysme, et à trop ouvrir les vannes de la liberté, il y a eu les LGBT, donc les choses immorales qui sont mêlées. On a eu les étrangers privilégiés par les gauchistes qui sont capables carrément de foutre à la rue des Français et de loger des Afghans ou encore d'autres qui proviennent d'Afrique, par exemple. Donc on a tout ce problème-là, ce logiciel qui commence malheureusement à se dégrader, alors qu'on est arrivé à un certain sommet en termes de construction, de technologie, de possibilités quand même à tout un chacun de s'en sortir, parce qu'on peut critiquer le capitalisme pour ce qu'il est, c'est l'une des meilleures formes de répartition des richesses, de possibilités d'émancipation, et de sortir de l'esclavage pour, à la rigueur, rester dans une sorte de servage. Vous voyez, avec les serfs, les rois, les seigneurs, c'est-à-dire les terres t'appartiennent pas forcément, tu les travailles, mais tu pourras en tirer un produit pour toi. Et tu n'auras pas forcément les chaînes et des travaux intenses, vous voyez. Ça, c'est pour Malthus et l'essai sur le principe de population. Alors, je pourrais continuer longuement, mais on en arrive à un autre livre, pareil, qui nous parle des civilisations sous un angle différent, plus moderne. C'est Samuel P. Huntington qui nous parle du choc des civilisations, et qui parle des civilisations occidentales, civilisations musulmanes, civilisations encore, on pourrait à l'occidental y mêler la civilisation chrétienne, parler tout autant de ce qui se passe en Asie, et d'ailleurs, c'est l'idée même, quatrième de couverture, c'est de nous dire que l'Occident est arrivé à un tel moment de puissance que, comme tout empire, on peut le comparer à celui des Romains,
Ça naît, ça croît, ça arrive à un paroxysme et ça tombe. Parce que c'est assis sur les acquis. Comme je vous l'ai dit, la liberté ou les privilèges, puisqu'on arrive à mieux produire et à répartir d'une meilleure manière, eh bien des gens commencent à tomber dans l'avidité, la paresse, la fornication, et finalement ça retourne à une sorte d'état sauvage. Et c'est comme ça que l'Empire romain est tombé, entre autres. Alors c'était débauche, luxure, la population qui n'est plus vraiment en accord, et puis qui est diluée avec les étrangers, parce qu'il faut se rappeler, les Romains ont beaucoup fait venir de barbares, entre autres d'étrangers, ont accepté tellement de cultures différentes, du moment que César était reconnu, qu'à la fin, ça a été leur décadence. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils sont venus à décliner. Et aujourd'hui, on a l'Occident qui est toujours au devant de la scène, mais il y a plusieurs menaces, les musulmans entre autres, avec l'islam et l'idée d'une charia et de l'Oumma à l'international, mais aussi la Chine, qui pendant longtemps était silencieuse, observait un peu ce qui se passe en Occident et maintenant veut être sur la scène internationale, plus seulement en état de commerce et dans l'idée d'un communisme où il structure ça un peu à la confucianisme, là où pour les Européens, Confucius, c'est vraiment quelque chose de mauvais, de dépassé. Et on retrouve la Chine qui dit « ça en sera fini de l'hégémonie américaine ». Parce qu'en fait, l'Union européenne, en soi, est une forme de création des Américains venus libérer l'Europe, avec normalement les soviétiques d'autre part, des national-socialistes, donc des socialistes qui ont foutu le bordel, et comme ça, qui sont partis avec leurs unités de SS, donc de socialistes sectaires, même si c'est un autre nom dans la chose. Mais voilà, ils sont sortis. Hitler, notamment, a récupéré du pouvoir, a finalement voulu combattre également l'internationalisme de Lénine, quand l'autre voulait combattre le nationalisme qui venait en international de Hitler, donc après avec Staline plus précisément. Et c'est comme ça qu'on en arrivait à des restructurations même du déchirement, entre autres, de l'Allemagne, de l'Est et de l'Ouest, jusqu'à après 1989, quand le mur de Berlin est tombé. Et à partir de ce moment-là, l'URSS, dans cette guerre froide, parce qu'ils vont en parler après, c'est-à-dire Russie, qui était en soi, c'était quoi, l'Union République socialiste soviétique, il me semble, donc l'URSS, en conflit avec l'Amérique, qui était venue dans les années, déjà dans la Première Guerre mondiale, mais surtout dans la Deuxième Guerre mondiale, prendre part pour libérer l'Europe, mais surtout la servir, en faire, on va dire, une plateforme stratégique pour leur prochain programme. Et donc, nous retrouvons l'hégémonie américaine, qui a imposé son ordre dans l'axe, d'accord, dans notre front de libération, quelque part, face à l'URSS, qui s'est effacée pour laisser plus de puissance à la Chine, qui continue à monter de façon stratégique au point où aujourd'hui on a les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, plus 5 pays musulmans, et c'est là où le conflit qui était analysé dans les années, alors je sais plus, c'est 60, un truc comme ça, ou 80 par ces auteurs, est en train de former une nouvelle communauté. Et on pourrait aboutir à ce que je disais, le communislamisme. Parce qu'en soi, le communisme et l'islamisme appliqué par califat, c'est du kiff-kiff. D'accord ? Juste les lois qui divergeaient. Maintenant, si on arrive à faire que les deux viennent ensemble, ben là, on aura quelque chose qui peut renverser, entre autres, l'hégémonie américaine et même l'Union européenne. Puisqu'entre autres, on a ouvert les vannes de l'immigration. Voilà ce qui est dit. 4e de couverture également. Saurons-nous apprendre rapidement à coexister ou bien nos différences culturelles nous pousseront-elles vers un nouveau type de conflit plus violent que ceux que nous avons connus depuis un siècle ? Là où hier, on différenciait les hommes par rapport au territoire qu'ils avaient à défendre, et donc les corps armés s'engageaient sur des terrains de bataille, voire des fois carrément en concourure pour une guerre finale, voyez-vous, ça s'affrontait, on détectait l'ennemi par rapport à sa tenue vestimentaire, par rapport au camp, entre guillemets, où on avait des informations qui nous parvenaient, des généraux ou par exemple du maréchal, voilà, qui structurait les choses. Alors là, l'organisation, par exemple, il y aura une attaque sur tel front parce qu'on a décrypté, je pense à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, avec Enigma, les machines
et qui était capable euh, de comprendre la cryptographie, quelque part, euh, le codage des adversaires. D'accord ? Il y a un excellent film sur ça qui s'appelle euh, Machine Game ? Non. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle le film ? En gros, c'est sur la machine, l'invention d'Alan Turing et la révolution même informatique portée à nouveau, non pas par les Africains, non pas par les Moyen-Orientaux, mais par les Occidentaux, qui en s'entre-déchirant dans une guerre, en arrivent aussi à faire des développements incroyables en termes d'informatique, en tout cas de supercalculateurs, de décryptage même de combinaisons cryptographiées, et aussi, on le verra, malgré l'horreur qui a été commise, il faut rappeler aussi l'horreur qui est là, les développements pour la santé et pour tout ce qu'il en est aujourd'hui de notre vie quotidienne, où on est capable même de décrypter l'ADN, de soigner des gens avec des médicaments. Donc les mastodontes qui ont développé tous ces soins sont quasiment occidentaux. L'informatique, système d'exploitation, etc., c'est occidental, même si l'Asie a commencé à rentrer sur la scène depuis quelques années. Mais les autres qui veulent donner des leçons en tout lieu en disant qu'ils sont les inventeurs des mathématiques, ils sont forts dans l'algèbre, ils ont encore des tas de connaissances, eux qui sont à l'origine de la boussole, eux qui sont à l'origine de ci et de ça, aujourd'hui ils sont largués. D'accord ? Ils ont peut-être 2-3 siècles de dépassement. Donc c'est aussi important à rappeler. Et puis on en aura tout un paquet qui vont nous dire que l'Occident doit ses savoirs, en réalité, aux gens venus d'ailleurs. Vous verrez qui met les brevets, qui développe les choses. Je vous invite à la recherche. Il y a en effet eu, à d'autres époques, plusieurs endroits de la planète où sont apparus des savoirs et des gens les ont peaufinés ou des fois même les ont volés, se les ont accaparés. Mais pour autant, les bons vraiment technologiques, ce qui aujourd'hui permet de comprendre le vivant dans les moindres détails, notamment les hélices de vie de l'ADN, c'est Watson et Crick. Il y avait une femme également, tout ça c'est occidental. Le CRISPR-Cas9, même si je ne suis pas favorable, non, soit pour découper et recombiner l'ADN, c'est une française, Charpentier, avec une autre qui est, je crois, américaine, donc à nouveau c'est occidental. Les systèmes informatiques Apple ou Microsoft, c'est occidental. On peut continuer comme ça, hein. Pareil, les machines IRM et compagnie, c'est occidental. Bref, on est excellent dans tous les domaines. Soyons fiers de ce que nous sommes, contrairement à certains qui sont venus d'ailleurs et qui voudraient nous dénigrer sur tous les points, alors qu'en fait, quand on va dans leur pays, les seuls hélicoptères, par exemple, qui sont capables de développer, c'est du carton et ils font le bruit. Et voilà. Les seuls véhicules qui sont capables de vous produire, regardez la qualité. Ça tient à peine 10 ans. La carrosserie est pitoyable, les capacités de moteur sont minables, et ça veut nous donner des leçons à nous. Et on peut continuer comme ça sur la santé et sur ce genre de choses. Donc on n'a aucune leçon à recevoir. On a de la complémentarité, pourquoi pas entendre, si les gens veulent exprimer qu'ils ont eu des choses aussi à apporter ou qu'ils en ont encore à fournir, ok. Mais de là à vouloir toujours descendre de l'Occident en disant qu'on est les méchants du monde, que sans nous c'est parfait, c'est un mythe, hein, c'est un mythos. Preuve en est, on se retire de l'Afrique, que ce soit la France ou même, les États-Unis, et le jour d'après, ils se bouffent entre eux. Mais ils diront que c'est organisé par les Occidentaux, alors que non. Il n'y a pas besoin de nous pour que ce soit le bordel chez vous. Preuve en est déjà par Malthus, preuve en est encore par plein d'autres qui ont fait des voyages. Il y en a qui ont tempéré, parce qu'ils sont arrivés à des périodes de l'année où ils ont été dans des villes, et c'était moins grave peut-être, c'était en duplicata de ce qui était civilisé, mais regardez les conflits et les guerres qui ont lieu sur la planète et vous comprendrez. Donc, je vous propose, après cette introduction d'à peu près 20 minutes, de débuter sur ce que Samuel Huntington aussi nomme le rassemblement, quelque part, le regroupement des différents peuples, et c'est là où ça peut partir en catastrophe, puisque j'en étais sur les guerres et les batailles d'hier, où il y avait eu des uniformes et des terrains spécifiques à la guerre. En général, les citoyens n'étaient pas... les civils n'étaient pas visés, même si pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des dérives à un moment donné, mais majoritairement, les civils n'étaient pas visés, d'accord ? Dans la guerre, ceux qui étaient face à face, donc c'était uniforme contre uniforme, et ça défendait des pays, des idéaux, et surtout, ça s'en remettait, on va dire, à des États, d'accord, qui envoyaient les ordres pour aller faire la guerre, pour défendre du terrain, ou bien en gagner. Alors qu'aujourd'hui, le choc des civilisations nous montre qu'on est dans plutôt une guerre de type 4.
j'ai pas le livre avec moi, il y en a un autre qui parle de ça, donc une guerre de quatrième génération. C'est quoi? C'est un pays étranger qui vous fait la guerre mais sans la déclarer. Et donc il vous envoie, par exemple, des migrants, il fait en sorte de vous déstabiliser de différentes manières. Par exemple, leurs prisonniers, au lieu d'être enfermés, ils déchirent leurs papiers et vous les envoient sur votre sol. Ils savent très bien que ces gens-là vont faire du crime, de la délinquance, des viols, des vols, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est leur moyen de faire la guerre. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en France, avec certains pays africains qui nous ont envoyé leurs ressortissants, alors que, à la base, les exilés, on les accepte, ceux qui ont besoin d'asile, on leur donne quand ils sont en crise, quand leur État est en guerre, quand il y a de la famine, ou quand ils sont persécutés. Ce qui n'est pas le cas pour certains Algériens, Marocains, Tunisiens, entre autres. Les pays de l'Afrique du Nord sont catégorisés comme des pays sûrs. Donc les gens venant chez nous sans papier, n'essayant pas de s'intégrer, et qui en fait font des délinquances en nous disant oui mais dans notre pays c'était comme ça, c'est même pire, on ne peut pas y retourner, c'est un mensonge. Et il y a d'ailleurs une directive de l'Union Européenne qui est en train de remettre un peu d'ordre, et on va certainement arriver à ça. Tous ceux qui n'ont rien à faire sur notre territoire, qui foutent le bordel, qui haïssent l'Occident, retour au bled. Ça va être expéditif. Mais comme il y en a certains qui vont pas l'apprécier, parce qu'ils sont aussi en état de conquête, vous voyez, ils disent qu'ils sont français, que ce sont nos frères par exemple, alors que sur 100%, vous avez quasiment la moitié qui est là pour la conquête, soit par les ventres, soit par la déstabilisation du pays, soit encore par différentes infiltrations possibles. D'accord ? Ça c'est prouvé, dès qu'il y a ne serait-ce qu'un événement sportif, vous les voyez avec les maillots et les drapeaux de leur pays d'origine. Dès qu'il est question d'aller foutre le bordel, de casser des vitrines, de brûler des voitures, etc., vous les voyez, ce sont les mêmes. Quand vous vous baladez, ceux qui sont en concurrence déloyale avec les personnes qui payent des factures, qui payent des impôts, je pense aux buralistes par exemple, ceux qui vendent des produits de contrefaçon, et encore, également, on peut voir du coup par rapport à ceux qui tiennent des boutiques de vêtements. Donc contrefaçon dans la rue de vêtements, vente de cigarettes, drogue et bien d'autres choses, les profils sont quasiment les mêmes. D'accord ? Ça c'est important à rappeler. Tout ça, ça déstabilise le pays. Nous en avons aussi qui viennent pour se faire reconnaître. Alors, ils venaient à une certaine époque, maintenant il y en a moins, avec un titre de voyage, voyez-vous, pour être là de façon provisoire sur le territoire, ils disparaissaient des radars, et au bout de 3 ans ou 5 ans, eh bien, ils disaient, regardez, je suis présent depuis cette date-là, puisque le document que vous m'avez délivré en premier lieu atteste que j'ai pu venir. Nous sommes 3 à 5 ans après, je suis toujours là maintenant, vous me devez des papiers. Ou bien ils trouvent des mariages au blanc, ou des mariages avec des vaches françaises, des salopes, ce qu'on appellerait des traîtres à la nation, qui existaient déjà, elles ont le sang de leur mère qui continue à couler. Quant à la traîtrise, on se rappellera, pendant la Seconde Guerre mondiale, combien de salopes couchaient avec les Boches, les SS, etc. Il n'y a pas plus vendu que ces femmes-là. Elles reproduisent aujourd'hui ce même esprit socialiste qui va finalement forniquer avec l'étranger, avec le colon, pour leur faciliter l'obtention de papiers. Une fois qu'ils sont sur le territoire, que font-ils ? Eh bien, ils obtiennent un logement, des allocations, et là, ils s'organisent en réseau mafieux. Pour certains, ils retournent dans leur pays d'origine où ils vivent la vie d'aloca, c'est-à-dire là où là-bas le SMIC est à 200 euros, eux ils débarquent avec un RSA à 600 euros, ou bien ils ont réussi à se faire connaître un peu foufou, et ils ont même 1000 balles de l'allocation adulte handicapé. Ils retournent au bled, ils vivent comme des rois, ils investissent, ils commencent même à se faire les passeurs des prochains, en prenant des billets, je sais pas, en facturant 3000 ou 5000 euros plus, pour les faire venir en France. Et en France, leur proposer un hébergement parce qu'ils ont un HLM là où ils ne résident pas dedans, ou bien ils se sont arrangés avec certains potes pour avoir des logements qu'en fait, eux ne vont pas vivre dedans. D'accord ? Mais ils le payent avec leurs minima sociaux, les appels fournissent en plus ce qu'il faut pour que ça revienne quasiment gratos, et ils le sous-louent. Donc là où il pourrait y avoir 2 ou 3 chambres, eh bien, dans les chambres, ils en font 2 lits, par exemple, par chambre. Donc, dans un même logement, ils peuvent vous mettre 6, 7, 8 migrants qui n'ont pas de papier. Et donc, ces gens-là sont en réalité les esclavagistes des temps modernes. On entend souvent, oui, le patronat met en esclavage. On peut l'entendre, cette critique. On peut également se voir reprocher, nous occidentaux, d'avoir participé à la traite triangulaire, c'est-à-dire de façon
très industrielle, déplacer des humains, les revendre, les faire travailler et les forcer à ce genre de choses. J'ai eu un échange d'ailleurs avec David Benz récemment, qui expliquait que sur les îles, entre autres à Haïti, les premiers esclaves, c'était les Blancs. Il faut le rappeler quand même. On a eu les Slaves en Europe, qui étaient également esclaves. On peut remettre sur le devant de la scène ce qui semble avoir été effacé des mémoires, le 8e au 10e siècle, où, depuis Al-Andalus, les musulmans pilotaient l'esclavage d'Européens bien blancs, enlever des femmes blanches pour les mettre dans les harems, castrer les petits chrétiens avec les juifs pour les revendre, les faire travailler ou tenir encore en eunuque les harems. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et quand on regarde aujourd'hui qui a perpétué cet esprit esclavagiste, vous retrouvez non pas des blancs occidentaux, mais majoritairement des Africains qui exploitent des Africains. Les passeurs font les pires des crimes. On a appris récemment dans une étude que 9 fillettes et femmes qui étaient déplacées pour venir dans le rêve occidental, que ça a été vendu d'ailleurs par parabole, parce que quand il y a eu l'accès à la télévision de façon répandue, eh bien ce rêve s'est retrouvé dans tous les domiciles, quelque part, vivre à l'occidental, c'était un souhait. Il y a eu après tous les passeurs qui sont organisés pour laisser entendre que c'était mieux chez nous parce que, par exemple, actuellement, le SMIC est aux alentours de 1500-1600 euros, et que dans leur bled, pour certains, ils ont 200 euros, 150 euros, 400 euros. Sauf que ce qu'ils ne leur disent pas, c'est que là où là-bas, ils ont à 150 euros, 400 euros de revenus pour vivre, l'alimentation, le loyer, tout est moins cher. Et que quand ils viennent en Occident, ils s'en sortiront pas mieux. Et ils auront peut-être même le climat en moins. Et, en plus, ils seront entourés de gens qui ne partagent pas leur culture. Et c'est là où on a retrouvé, en fait, dans ces déplacements de traîtres humains, ni plus ni moins, c'est de la traite et c'est des traîtres, d'accord ? C'est les gens qui quittent leur pays pour voir mieux ailleurs et soi-disant après renvoyer de l'argent à leur famille, ils ont la pression. Et ils ont trahi quelque part leur peuple. Et j'ai eu David Dada Benz, donc qui est quelqu'un d'excellent, puisque on peut être en accord aussi qu'un pays ne doit pas être fermé intégralement à la migration, il doit rester ouvert, mais tout est question de proportion. Ça fait des années que je vous le dis, ça m'a valu d'être traité de raciste, de xénophobe, d'islamophobe, bref, tout ce qui peut exister, alors que mes propos sont sensés. Je suis pour qu'un pays ne soit pas renfermé sur lui-même, ce serait la pire catastrophe. Qu'il reste ouvert à différentes nationalités, qu'il aide les personnes, donc qui donne asile à ceux qui crèvent la famine, et encore pas tous, il faut essayer aussi d'investir dans ces pays-là, à la base, pour essayer de faire quelque chose de durable, et pas comme les assos en France, type Resto du Cœur, où chaque année c'est toujours à flux tendu, parce que on n'a jamais voulu stabiliser la chose en prenant des terrains, en produisant de l'agriculture ou même de la permaculture. Non, c'est toujours plus arrangeant pour ceux qui tiennent les assos et ce dérèglement que d'avoir leur poste où ils ont des frais de déplacement, ils peuvent se payer des voyages, ils ont encore des frais de bouche, et puis ils profitent pour se mettre un petit salaire. Voyez, donc leur intérêt n'est pas de rassembler et de trouver des solutions. Et je parle de solutions durables, pas d'aller faire les poches des uns et des autres chaque année, ou de prendre des boîtes de conserve et de les délivrer, et dès la semaine qui suit, il n'y a plus rien dans l'assiette. Ça n'est pas durable. Mais ça, c'est un autre sujet. Si on le met en parallèle, eh bien en Afrique, c'est exactement la même chose. Au lieu de leur proposer quelque chose de durable dans leur pays, d'essayer d'établir des choses concrètes, non. C'est faisons-les venir en Occident, on se tape des associations après qui vont dire que les nouveaux arrivants et même ceux qui sont soi-disant de couleurs différentes, racisés, comme si le blanc du coup ne serait pas racisé, ce qui est plutôt raciste même dans cette démarche, et que la minorité que l'on commence à devenir serait oppressante pour ces gens. Parce que au gouvernement c'est des blancs, à la télé c'est majoritairement des blancs, les propriétaires d'entreprises sont majoritairement des blancs, mais c'est comme si moi, en blanc français, je vais dans un pays du Maghreb et je dis c'est inacceptable, comment ça des arabo-musulmans ou même des maghrébins sont au pouvoir. C'est inacceptable de voir à la télé autant de maghrébins par exemple, ou bien que je vais en Afrique subsaharienne et que pareil, je m'émeus et je commence à me scandaliser et je monte des assos dans ces pays pour dire qu'il est inacceptable de voir des noirs surreprésentés partout. Pourquoi le noir serait propriétaire autant que ça ? Pourquoi le noir encore serait à la télé, dans les médias, dans les infos ? Oui, et je peux jouer comme ça. C'est là que ça ne tient pas la route. Comme tu vas dans une contrée où la majorité, en termes de mélanine, de pigmentation est différente,
tu ne te plains pas, tu t'adaptes, c'est tout. Et tu te feras ta place par la suite. Eh bien, en France, en fait, il n'y a pas de discrimination. Ça a été monté par des assos qui font leur pognon, qui divisent, et surtout, qui permettent à ce qu'il y ait ces vagues migratoires. Toujours plus, de façon inacceptable, mais pourtant la fenêtre d'Overton se referme. On nous dit, qu'allons-nous faire sans les migrants? Là où hier, les mêmes gauchistes qui tiennent ces propos disaient « Regardez les passés esclavagistes, ces méchants droitards », alors qu'en fait c'était les mêmes socialistes, se servaient de la manne migratoire pour justement faire leur travail à leur place. Excusez-moi, aujourd'hui ceux qui travaillent le plus en France dans les métiers pénibles, agriculture, élevage, également routier, et encore d'autres métiers qui sont comme ça assez durs, vous retrouvez majoritairement des blancs, et pour la plupart du temps, leur profil, c'est des droitards, hein. C'est des patriotes, c'est des paysans, c'est des identitaires, des patriotes. D'accord? Et les gauchistes, par contre, socialistes, vous les voyez plutôt dans la manne des bobos, et dans ce regroupement-là de sa vie dépend des autres, ça se plaint de « mais qui va me livrer mon repas? Qui sera mon Uber Eats s'il n'y a plus d'Africains? Qui va nettoyer mes chiottes s'il n'y a plus ces femmes africaines ou encore asiatiques ?» Et donc, qui vraiment poursuit également cet ordre esclavagiste? Je vous ai parlé des Africains qui, pour les passeurs, sont des Africains, d'accord? Exploitent. On a vu 9 femmes sur 10 qui sont violées, agressées, forcées au travail, par exemple, pour continuer leur route afin d'accéder à l'Occident. En Occident, pareil, après, il y en a qui les récupèrent et qui les prostituent de force, ou bien qui les font travailler au black pour s'en mettre plein les poches. La plupart du temps, les profils, c'est soit des étrangers, soit des socialistes. Quoi qu'il en soit, ce sont les mêmes esclavagistes. Et ça, c'est important de le rappeler. Il y a autre chose que je voudrais vous dire, c'est que je débattais donc avec David Adabens, parce qu'on a souvent l'idée que le blanc serait comme ça dans le rejet, parce que lui, il est noir. Il peut pas être chez nous. Lui, il est arabe ou encore asiatique, il n'a pas sa place ici. C'est pas ça le truc. Et les Français, je pense que nous sommes l'un des peuples les plus ouverts. Par contre, quand il voit les photos de sa classe, qu'il était petit, et il a un enfant et il voit les photos de la classe de son gosse, il se dit mais là c'est plus du tout le même peuple. Là je mets en parallèle, qu'il y ait sur la photo, je sais pas, 2-3 asiatiques, 2-3 noirs, 2-3 arabes, c'est pas un problème. Par contre, quand sur la photo de classe actuelle, il ne reste finalement que 2-3 blancs, là il se dit en fait j'ai été le dindon de la farce. C'est-à-dire, non seulement on m'a tapé sur les doigts depuis des années pour que je n'exprime pas ma revendication d'aimer la France, on m'a poussé même à la détestation de mon histoire, mais en plus aujourd'hui on me remplace et quelque part on me dit que ça n'existe pas, que mes yeux me trompent, que ma perception est complètement erronée. Lorsque le Français a son enfant qui grandit et qui des fois part d'une campagne pour aller en ville, faire des études ou même pour travailler, mais qu'il observe que le marché privé est hors de prix pour se loger, qui fait une demande d'HLM, il attend, on lui dit, le délai moyen sera de 2 ans et demi. Il attend 3 ans, puis il est rendu à sa 4e année. Et on lui dit, dans le même temps, qu'il est privilégié. Genre qu'il a le white privilège. Ça, c'est les mêmes qui habitent en réalité, qui ont été immédiatement logés dans la HLM. Vous allez dans les cités, donc les loyers modérés, là où les gens se plaignent, alors qu'en fait ils sont privilégiés d'avoir une habitation la plupart du temps en plein centre-ville ou vraiment à proximité, assez spacieux, pas cher, puisque c'est le loyer modéré, et vous remarquez les profils qui résident dedans. Et le Français, lui, qui est le dindon de la farce, ses parents qui ont travaillé, qui mettent de l'argent sur un compte d'épargne, par exemple un livret A, qui finance ces HLM, lorsque l'enfant demandera juste à y accéder, même au bout de 3 ans, non, on lui dira tu patientes. Encore et encore et encore, jusqu'en fait à l'en dégoûter, et soit à le mettre dans le privé, donc à le ruiner, d'accord? Parce que quand tu payes quasiment le double ton loyer, finalement à la fin tu te retrouves à rien pouvoir mettre de côté, les vacances c'est impossible, et les autres qui te crachent à la gueule, tu les vois avec des assos, ils vont au resto du cœur pour pas payer leur bouffe, ils ont des aides à tout va, les transports sont gratos, et en plus, tu les vois qui ont la possibilité dans l'année, pendant les vacances scolaires par exemple, de partir 1 ou 2 mois au bled, comme ça, pour les vacances. Et les mêmes qui vont se dire discriminés. Et on pourrait comme ça tirer la liste bien plus longuement encore. Et sur ce que je disais tout à l'heure, ces étrangers venus ici, reconnus, repartis au bled, avec soit l'ASPA, allocation de solidarité personnes âgées, qui vont même comme ça faire perdurer jusqu'à 120 ans, alors que dans leur bled, à 80 ans, tu décèdes, pour la plupart du temps. Donc c'est du détournement de l'argent des Français.
Tu retrouves également ceux à la AH ou au RSA qui vont dans ces bleds, qui continuent à te cracher à la gueule, qui montent les réseaux de passeurs. Les logements sont occupés du coup par des illégaux sur le territoire français, quand toi tu galères à pouvoir être logé même des fois dans un T1 minuscule. Ça, c'est la réalité du terrain. Mais on te dira que t'es un raciste. Et donc j'ai échangé avec David Adabens et il me disait, entre autres, par rapport à ces histoires de gens qui partent à l'étranger. Alors attends, il y a quelque chose, c'était une connaissance qui était partie comme ça, et avec un SMIC, enfin avec un RSA, c'était l'équivalent donc, de 2-3 SMIC, mais il y avait une autre histoire qui vient de m'échapper, ce qui est dommage, parce que ça rejoignait ce que je disais sur ces gens logés, ce genre de choses. Enfin bref, ça déstabilise de toute façon, et c'est pour ça qu'après, les Européens, entre autres, commencent à en avoir marre, et dans un même temps, ils examinent ces profiteurs, les autres qui sont de façon déloyale à faire des commerces, stupes, ce que vous voulez, l'insécurité grandissante. On rappelle, parce que moi je veux bien entendre qu'il y a quelques punks à chiens qui foutent le bordel, alcoolisés dans la rue, qui sont bien blancs, shootés à leur médoc ou encore en train de s'injecter des produits immondes. Ça, il n'y a pas à nier. Des fois même, ces gens-là, ils méritent d'être enfermés, internés de force, dans des camps du travail ou je ne sais pas, en tout cas dans des endroits pour se soigner. Quand tu vois qu'ils laissent des aiguilles alors qu'il y a des mômes qui peuvent passer, qui te fument 50 clopes la soirée et qui prennent même pas, je sais pas, une bouteille pour mettre ça dedans, non, ils te foutent ça dans la rue, tout ça c'est de l'irrespect. Et il y a aussi les autochtones à qui il faut redresser un peu l'oreille, retirer l'oreille et leur chauffer l'oreille. Mais la majorité, des agressions, coups et blessures volontaires, des vols de téléphone, encore des viols, de ce que vous voulez dans les rues, des agressions, c'est les étrangers. On en a eu encore la preuve récemment, même des agressions dans les écoles. Un étranger qui est donc enfant de turc, mère certainement de chouin, qui du coup s'est séparé de son père, voilà, c'est comme ça. De toute façon, aujourd'hui on arrive à une génération aussi où les mères sont des putes, d'accord ? Et donc les gamins, ils ont aucun espoir. Ils grandissent avec leur mère qui a tourné dans le quartier, qui est une salope, c'est comme ça qu'il faut dire les choses. Il y a même peut-être des nudes d'elle ou des vidéos de cette chouin qui se fait tourner, donc c'est comment tu veux que l'enfant grandisse de façon stable. On a, je crois, 2 millions de mères célibataires. On a l'exemple, tiens, j'en parlais avec David l'autre jour, par exemple de ces femmes qui veulent, comme ça, par l'effet de mode, se métisser. Et en fait, incompatibilité culturelle fait que quand ils se découvrent vraiment au sein du même foyer, au bout d'1 an ou 2 ans, c'est pas compatible. Et donc le mec va se barrer, la mère, elle, c'est une salope, ou elle essaiera de retrouver après quelqu'un de son peuple, mais qui va aller avec une meuf qui s'est comme ça fait tourner, et en plus qui a un enfant métis. Donc c'est un déchet de la société, d'accord ? C'est comme ça qu'il faut les voir. Ces déchets de la société vont coûter un pognon de dingue, parce que, une fois qu'elles ont fait leur connerie, qui doit assumer ces mères célibataires ? Qui doit assumer ces morpions qui se ressentiront tous sauf français et préféreront prendre plutôt du côté du père ? D'accord ? Et comme ça, on a eu une multiplication de ces cellules familiales qui ont explosé, qui ont donné, donc, comme je vous le dis, des mères sans honneur, qui vont essayer de se mettre sur les applis de rencontre pour retrouver un homme, mais comme c'est des serpillères, elles ne seront jamais respectées, ce qui est des essuie fourre-tout, des essuie-foutres, quoi. Donc l'enfant, lui, grandit, il n'a pas de stabilité, pas de respect de la femme, et plus ça va aller, plus la société se décompose, moins de respect, plus le choc des cultures, ce genre de choses, ça va emmener à l'effondrement. Et c'est là où il y en a certains, ils sont dans leur idée qu'on va pouvoir redresser la France, et je sais pas, il y en a, ils partent sur l'idée d'une conquête, d'une reconquista, ou encore d'un nettoyage. Ce qui n'est pas mauvais en soi, et qu'on pourra rééduquer le peuple. Mais regardez la majorité des femmes aujourd'hui. On parle de bodycon, par exemple, elles ont au minimum 7-8 mecs. Ah, même pas 30 ans. C'est des serpillères. Ça n'a pas d'honneur. D'accord ? Ça veut dire que avec ça, tu peux pas construire une France comme à l'époque où ça se rencontre, ça se marie quasiment pour la vie, ça a des enfants, ça les éduque dans un bon mood, il y a, on va dire, une famille solide. La famille qui représente plusieurs choses. La construction, on va dire, comme le disait, je crois que c'était Jean-Paul II, la famille est la petite église dans la nation, ou en tout cas dans ce qu'est la grande église. D'accord ? Et c'est ça qui permet une stabilité, des enfants qui vont être droits, qui vont peut-être pouvoir faire
je sais pas, trouver leur métier, ou bien être construit, on va dire, avec un certain respect, connaître les vertus au lieu de tomber dans les vices. Alors qu'aujourd'hui, les mômes, à 10-12 ans, ils sont déjà sous ballon, ils sont là avec leur cigarette électronique, ils commencent à se fricoter. Sur les réseaux sociaux, ils parlent même à des plus âgés, ils pensent que pognon, ils n'ont plus de respect. Tu leur parles de famille, c'est quoi une famille? En fait, ils n'ont pas eu le modèle. Et c'est pas parce que demain, tu remets de l'ordre, tu vires les étrangers, ceux qui correspondent pas, et tout, que tu retrouveras forcément une nation forte. Et je viens de vous exprimer pourquoi on est dans la merde totale. Parce qu'en fait, ce qui fait vraiment une nation, c'est les femmes. Et donc, parler d'un retour de nation forte en Asie, sans problème. Les femmes là-bas sont respectueuses. Parler même des fois dans certaines contrées moyen-orientales et même de l'Afrique, je pense que on peut l'entendre. Parce qu'ils ne sont pas trop touchés par les mouvements LGBT ou... Bon, même s'il y a des effets de fornication et de prostitution qui grimpent avec les tourismes sexuels, etc., ça reste quand même, on va dire, assez encore solide. Nous, en Occident, c'est mort, ça. Sur 100 familles, t'en as peut-être 10 au maximum qui sont respectables. Donc comment reconstruire une civilisation avec ce qui reste? On ne construit pas quelque chose de viable avec des déchets. Et on peut même essayer de faire du recyclage, ça ne fonctionnera pas, ça restera du déchet. Donc ça va être très compliqué pour les années à venir. Voilà, le choc des civilisations, on va commencer de suite. J'avais en tout cas l'intérêt de vous partager cela, parce que c'est vrai que souvent on en a qui veulent défendre la civilisation, ce qui est bien, mais il faut essayer de la comprendre dans l'intégralité. Donc c'est une langue, aujourd'hui il y en a beaucoup, ils ne maîtrisent plus le langage, c'est les femmes du coup qui peuvent être le socle de la famille, et c'est elles quelque part qui verrouillent les choses, et normalement qui donnent du concret. Allez, tenir un foyer, c'est pas une honte en fait. Là où elles ont critiqué le système patriarcal, elles se sont senties libres finalement d'être exploitées par le capitalisme, libres de pouvoir entreprendre, mais qu'est-ce qu'elles entreprennent vraiment? Elles sont juste suggestionnées. Elles vont épouser des mouvements de marketing. Alors qu'en fait, elles sont pitoyables pour la plupart. Qu'elles fassent des études, c'est pas un problème. Qu'elles soient à l'université, même que, je sais pas, on les retrouve dans des métiers du tertiaire, avocate, ou encore dans la biologie, ou dans ce que vous voulez, même en éducatrice. Ça a toujours existé, quelque part, surtout, on va dire, pour la dernière branche. Être maîtresse, soyez professeur des écoles, on retrouvait beaucoup de femmes. Il y avait peut-être d'ailleurs une meilleure pédagogie ou non. Il y a des métiers, en tout cas, qui sont à différencier. Mais pour autant, ces femmes-là savaient revenir au foyer, l'entretenir, et surtout leurs enfants, et les éduquer. Aujourd'hui, combien de mères, leur enfant, c'est juste pour l'afficher devant les copines, ou encore prendre des photos et essayer de le mettre en avant, mais par derrière, ça l'entretient quasiment pas, ça le laisse à la crèche quand c'est petit, ça le remet entre les mains d'étrangers après les cours en périscolaire, par exemple. Ça essaye de le mettre toujours, on va dire, à une activité pour l'avoir le moins possible au domicile et échanger le moins possible avec. Et c'est dingue. Alors, on a ce document qui a été fait pour le Foreign Affairs, qui a été publié donc en 1993. Vous voyez, donc j'étais un peu en avance quand je disais 60-70, c'est plutôt 93. Et qui s'intitulait The Clash of Civilization. Alors, un petit instant, je bois un coup. Selon les éditeurs de cette revue, cet article a suscité en 3 ans plus de débats que tous ceux qui ont été publiés depuis les années 40. En tout cas, davantage que tout ce que j'ai jamais écrit. Les réactions et les commentaires qu'il a entraînés sont venus de tous les continents et d'une foule de pays. On nous dit, vu l'intérêt soulevé, les comptes rendus erronés qu'on en a donnés et les controverses qu'il a fait naître, il m'a semblé souhaitable d'explorer plus à fond les points abordés dans cet article. Une bonne façon de poser une question consiste à partir d'une hypothèse. C'était le sens de mon article, dont le titre comportait un point d'interrogation. Est-ce qu'on arrive au clash des civilisations? Cet ouvrage, quant à lui, a pour but de donner une réponse plus complète, plus approfondie et plus documentée à la question posée par mon article. Je m'efforcerai ici d'expliciter, d'affiner, de compléter et, le cas échéant, de redéfinir les thèmes que j'avais abordés, de développer de nombreuses idées et de traiter de nombreux sujets laissés de côté ou bien effleurés. Alors on va aller un peu plus loin.
Hop, donc on arrive à la première partie qui est intitulée Un monde divisé en civilisations au pluriel. Drapeau et identité culturelle. Le 3 janvier 1992, à Moscou, des universitaires russes et américains se réunirent dans l'auditorium d'un bâtiment gouvernemental. 2 semaines plus tôt, l'Union soviétique avait cessé d'exister et la Fédération russe était devenue un pays indépendant. En conséquence de quoi, la statue de Lénine qui ornait auparavant la scène de l'auditorium avait disparu et le drapeau de la Fédération russe flottait sur la façade. Comme le fit remarquer un observateur américain, il y avait cependant un petit problème. Le drapeau pour l'indépendance russe de la Fédération russe, à la place de l'URSS, flottait, mais il y avait le problème, c'est qu'il était suspendu à l'envers. À la première pause, les organisateurs russes se hâtèrent de corriger l'erreur. Depuis la fin de la guerre froide, la façon dont les peuples définissent leur identité et la symbolisent a profondément changé. La politique globale dépend désormais de plus en plus de facteurs culturels. Là où hier on voulait peut-être s'en remettre juste à des politiques menées, il y a un retour de la culture, de l'ancrage, et en fait c'est vraiment le peuple le résultat, c'est-à-dire, je sais pas, au bout de 5000 ans, on a obtenu des façons de parler. Au bout de 5000 ans, nous en sommes arrivés, selon les régions, à avoir certains comportements. La façon de se saluer, ou encore les spécialités alimentaires, ce genre de choses, ou la tenue vestimentaire, et même des fêtes des fois. Avant qu'il y ait comme ça ces invasions de colons, eh bien en France il y avait différentes célébrations. On pense à la Bretagne avec les tenues traditionnelles, il y a encore dans d'autres endroits de la France des fêtes qui sont célébrées, à Bayonne par exemple la feria entre autres avec le t-shirt blanc et puis le petit foulard rouge. Et il y a comme ça en réalité plein de fêtes mais qui commencent à s'estomper parce que les colons qui viennent, par exemple, ne boivent pas d'alcool, donc n'ont pas notre culture sur ça, ne mangent pas de cochon, donc n'ont pas non plus notre culture sur ça. On retrouve également dans les villages différentes activités qui étaient organisées pour réunir des voisins et créer du contact. Aujourd'hui, ça s'effrite, parce que chacun s'est encore plus individualisé qu'hier, à cause aussi d'Internet, et de bien de phénomènes qui sont ajoutés. La télé, bon, ça existait déjà, mais comme il y a une multiplicité de choix et tout, les gens se retrouvent de moins en moins. Que ce soit dans les villages, dans les villes, et aussi parce qu'ils se retrouvent plus dans leurs voisins. Oui, ce qui est normal, ils n'ont plus la même culture. Et ils sont remplacés. Là où hier, il y avait quand même le phénomène de se rencontrer également à l'église, et les églises, pour la plupart, sont refermées, parce qu'il y a des dégradations qui sont multipliées. Nous avons les mouvements des colons islamistes qui ont multiplié leurs mosquées, plus leurs événements qui ont embrigadé les jeunes là-dedans, avec les mouvements Wallah, Wallah, etc. Et donc tout ça a fait que notre pays, notre culture s'effrite. À la première pause, les organisateurs russes se hâtèrent de corriger l'erreur. Depuis la fin de la guerre froide, donc la façon dont les peuples définissent leur identité, comme on l'a dit, et symbolisent les identités, a profondément changé. La politique globale dépend désormais de plus en plus de facteurs culturels. Les drapeaux hissés à l'envers sont signes de cette transition. Mais de plus en plus, ils flottent haut et fiers, et les Russes, comme les autres peuples, se mobilisent derrière des drapeaux et d'autres symboles d'une identité culturelle nouvelle. On avait aussi, pour la France, les gens qui venaient de tout pays pour visiter la cathédrale, ou encore en dehors, si on part et qu'on sort de Marseille ou de Paris, même avec Notre-Dame de Paris, on en arrivait à des monuments moins religieux, mais qui faisaient venir beaucoup de monde, la Tour Eiffel par exemple. Et les gens venaient, il y avait des bars, des bistrots, bref, vivre à la française. Et ils venaient là, sur Paris, il y avait cette belle façon, quand on regarde les archives de l'INA, de parler. Les tenues vestimentaires, classe, pas des crop tops ou pas des voiles de partout. Et c'était vraiment classe. C'était digne de l'élégance française. Et aujourd'hui, les gens viennent, ils ont des vendeurs à la sauvette, ils ont les arnaqueurs de Bunto, les autres encore qui viennent les harceler pour avoir de la monnaie, les Roumains voilés par exemple pour faire les religieux, enfin roumaines voilées, ce genre de choses. Plus, ils voient tout un tas de paysages avec des gens qui te font des brochettes sur des caddies. C'est devenu quelque part un bidonville.
Là où hier on avait une grandeur à la française, on a ramené le tiers-monde, on est devenu le tiers-monde. Vous avez des recels, des gens qui sont en contact avec d'autres qui font des cambriolages ou font des vols à l'arraché, et puis tu les retrouves dans la rue à vendre les produits. Ça, c'est la France actuelle. Et oui, on a accepté d'apporter des déchets. C'est normal que nos villes deviennent des déchets. Ça va de soi. Le 18 avril 1984, 2000 personnes se sont rassemblées à Sarajevo, en brandissant les drapeaux non pas de l'ONU, de l'OTAN ou des États-Unis, mais de l'Arabie Saoudite et de la Turquie. Les habitants de Sarajevo, en agissant ainsi, voulaient montrer combien ils se sentaient proches de leurs cousins musulmans et signifier au monde quels étaient leurs vrais amis. Alors, 1992, ok. Le 16 octobre 1994, à Los Angeles, 70 000 personnes ont défilé au milieu d'une mer de drapeaux mexicains. Il s'agissait de protester contre la proposition 187 qui allait faire l'objet d'un référendum. Celle-ci stipulait que les immigrés illégaux et leurs enfants n'auraient plus droit aux subsides de l'État. Pourquoi défilent-ils sous la bannière mexicaine alors qu'ils réclament aux États-Unis le libre accès aux études ? S'étonnèrent certains observateurs. Ils auraient dû brandir des drapeaux américains. Et on a l'impression de revivre ça en France. Vous les voyez avec leurs drapeaux algériens et d'autres encore marocains ou maliens ou congolais pour te demander des aides françaises, pour te demander des droits français. Je sais pas, si tu te sens français, qu'est-ce que tu vas nous péter les couilles avec ton drapeau étranger ? Qu'il soit chez toi, il n'y a pas de problème. Qu'il soit vendu dans les magasins pour que justement tu puisses l'afficher fièrement à ton domicile et sans aucun souci. Que tu en viennes à faire du prosélytisme dans les rues pour en plus réclamer de l'argent français, des aides françaises, du travail aux Français, des logements aux Français, à un moment, tu te moques de qui, quoi. 2 semaines plus tard, des manifestants défilèrent en plus grand nombre encore sous les drapeaux américains en berne, grâce à quoi la proposition 187 a été approuvée par 59% des électeurs californiens. Dans le monde d'après la guerre froide, les drapeaux restent essentiels. Tout comme d'autres symboles d'identité culturelle, la croix par exemple, les croissants et même les chapeaux, car la culture est déterminante et l'identité culturelle est ce qui importe le plus à beaucoup de personnes. On se découvre de nouvelles identités, on en redécouvre aussi souvent d'anciennes. Et, qu'ils soient anciens ou nouveaux, défiler en brandissant des drapeaux conduit à entrer en guerre contre des ennemis anciens mais aussi nouveaux, bien souvent. La vision pessimiste du monde qui va de pair avec ce nouvel âge se trouve dans bien des domaines et est exprimée par le démagogue vénitien qui apparaît dans le roman de Michael Dibdin intitulé « Dead Lagon ». On ne peut avoir de vrais amis si on n'a pas de vrais ennemis. À moins de haïr ce qu'on n'est pas, il n'est pas possible d'aimer ce qu'on est. Voilà des vérités très anciennes que nous sommes en train de redécouvrir avec douleur après plus d'un siècle de sentimentalité. Ceux qui les nient leur famille, leur héritage, leur culture, les droits qu'ils acquièrent en naissant et jusqu'à leur moi. Pas de pardon pour eux. Fin de citation. Ce qu'il laisse entendre par là, dans ce passage, c'est que en fait, quand tu apprécies ta propre culture, que tu t'aimes toi en général, c'est que tu te mets en confrontation avec quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire que tu le haïs, tu vois. Ce que cette personne peut vivre dans son pays d'origine, bah, tu vas pas le reprocher. Au contraire, tu seras même satisfait que lui soit le porte-étendard dans son pays d'origine de ce qu'il représente. Et il est tout à fait logique que si toi tu viens chez lui pour t'imposer comme tu es et même vouloir le changer, il réagisse de façon mauvaise. C'est-à-dire pas dire que cet humain ou cette culture sera moindre. Non, c'est qu'ils seront satisfaits de ce qu'ils sont parce que ça aura été le résultat, comme on le voit, de coutumes, de façon de s'habiller, leur famille, ce qu'elle a porté comme message, l'héritage qui a été laissé, l'empreinte. D'accord, une empreinte, ça ne se change pas quelque part. Eh bien pour nous, c'est pareil. Quand nous défendons le vivre à la française, à la tradition française, et donc que l'on rejette certaines cultures, coutumes, c'est pas qu'on leur dit vous êtes des moins que rien, vous n'avez pas votre place sur terre, c'est que ce que vous faites là, ce n'est pas ici, c'est à faire chez vous. Prenez un billet d'avion, prenez un bateau, prenez ce que vous voulez, mais partez en fait. Le seul moyen pour vous d'être accepté ici, c'est de vivre comme nous. À Rome, vis comme les Romains. Et ça, ne l'accepte pas. Pourtant,
Ce sont les mêmes qui critiquent justement et ils vont vous dire que vous êtes biberonnés à CNews, que vous êtes des endormis par les médias, qu'on vous a lavé le cerveau en fait, parce qu'il faut être ouvert au monde et que de toute façon la France n'a pas de culture. Ah bon ? La France n'a pas de culture. Pourtant, on pourrait en faire des directs et des directs sur l'architecture française, sur la façon de manger des Français, sur leurs fêtes qui existent, qui sont créées au fur et à mesure de l'histoire, mais en tout cas maintenant présentes depuis fort longtemps, que vous, colons, venez enlever. Vous, colons, venez à nous imposer vos choses. Parce que c'est bien beau de parler des colons, par exemple israéliens sur les Palestiniens, quand vous en faites de même en France. Ça sort, ça agresse les gens, ça impose sa façon de vivre, ça a deux doigts même de vouloir changer la langue française pour une langue étrangère. Enfin, de qui se moque-t-on ? Et donc les Français qui ne réagissent pas, même si là à l'époque c'était pas pour nous ce message, ils ont en fait nié leur famille, nié leur héritage, ils ont carrément détruit leur culture et se sont assis sur les droits acquis au fur du temps. En fait, ils se sont effacés eux-mêmes pour être des bons dhimmis, voyez, des bons diminués soumis à ces colons. Les hommes politiques et les universitaires ne peuvent ignorer la vérité qui se cache derrière ces vérités très anciennes, fût-elle déplorable. Tous ceux qui sont en quête d'identité et d'unité ethnique ont besoin d'ennemis. Les conflits les plus dangereux aujourd'hui surviennent désormais de part et d'autre des lignes de partage qui séparent les civilisations majeures du monde. Et vous savez, le multiculturalisme a tellement fait défaut, n'a pas fonctionné, que les socialistes aux manettes, par exemple, de ceux qui font les commissions pour attribuer les HLM, n'ont plus créé une mixité sociale comme ils laissent entendre avec des blancs, des noirs, des asiatiques, des arabes, par exemple, ou autres. Non, ils ont fait des quartiers, des répartitions même en France, des quartiers noirs, des quartiers arabes, des quartiers après de d'autres, on va dire, qu'on peut un peu mélanger parce que c'est moins conflictuel. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé majoritairement à de moins en moins de mixité, donc à des conflits même de territoire. En fait, c'est du communautarisme et c'est ce choc des civilisations. Continuons. Donc quel est le thème central de ce livre ? Le fait que la culture, les identités culturelles qui à un niveau grossier sont des identités de civilisation déterminent les structures de cohésion, de désintégration et de conflits dans le monde d'après la guerre froide. Ah oui, je voulais aussi ça me revient. J'ai Modé qui m'a envoyé un petit vocal hier et il me dit regarde le PSG là, ils ont gagné et observe dans les rues tous ceux qui foutent le bordel. Il dit c'est la honte. Ils nous font honte, parce que lui, je pense que c'est un supporter du PSG, puisqu'il est à proximité, on va dire, de la capitale. Et c'est réel. Et pour une fois, je lui ai dit, attends, tu me dis qu'il y a beaucoup de noirs, il y a quelques maghrébins, on les voit à leur façon même tenue vestimentaire et autres d'être sortis, mais il y a aussi des blancos. Et ceux qui viennent imiter, quelque part, qui se sont déculturés de leur façon de vivre pour s'acculturer, s'accoutumer, se baigner dans cette ambiance cité, ghetto, tout détruire, pour imiter un peu comme le disait d'ailleurs très bien David Adabens, ça me revient au truc de tout à l'heure, c'est que ces gens-là veulent imiter le modèle des gangs américains. Symbole, ça c'est mon ghetto, c'est mon territoire. Mais qui imite ces modèles ? Il y a des époques, on avait des mafias. C'était géré différemment. Et le mafia, c'est plutôt, on va dire, occidental, et c'est européen. On avait les ordres de mafia, on pense à l'italienne, par exemple. On avait quelques mafias espagnoles. Mais aujourd'hui, les mafias gangs, on va dire, c'est une synthèse des deux, amènent à des pays étrangers à nouveau qui font une sorte de guerre de quatrième génération. Parce que vous avez les mafias marocaines, vous avez la DZ Mafia qui ont pris beaucoup de place, vous avez les mafias après de ceux qui se revendiquent des mouvements black un peu, vous voyez, je sais plus comment on appelait ça. Sur Paname, à un moment, il y avait les dragons, puis il y avait un autre truc, il y avait la mafia Cafri, il y avait ce genre de choses. Bon, aujourd'hui, ça doit être différent. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas des blancs qui ont instrumentalisé des étrangers. Non, c'est les étrangers qui s'instrumentalisent eux-mêmes, qui montrent le phénomène, et des fois même qui, dans leur rang, ont réussi à laver le cerveau d'un occidental, lui, de plusieurs générations, à ce qu'il rejoigne ces mouvements de violence. Pour être en mimétisme un peu avec le modèle américain, où, vous voyez très bien en Amérique, il y a les hispaniques qui foutent le bordel et les afro-américains, c'est-à-dire les noirs qui foutent le bordel. Est-ce que vous avez les mêmes gangs de blancs
Non. Donc la gangrène, je veux dire, elle est là, elle est visible partout sur la planète. En fait, il n'y a pas de gang de blancs. D'accord. Les blancs sont peut-être dans des mafias, dans des choses un peu plus discrètes, dans des fraudes financières, et des choses structurées, et pas agresser les gens pour un rien. C'est là où, à nouveau, on observe quand même qu'il y a des cultures différentes. Et même en déplaçant des humains sur la planète, peu importe où on les observe, il y a des pratiques quelque part qui sont dans les gènes. Certains diraient que c'est raciste, je sais pas. Mais il suffit de regarder, quoi, de faire des statistiques, d'observer ce qu'on voit. Est-ce que vous avez des gangs de blancs, et je parle pas des hispaniques, du coup, qui seraient de culture du Mexique ou même en descendant encore. Je parle des blancs occidentaux, on va dire des blancs même européens, qui du coup sont déplacés au Canada ou autre. Bah, vous les voyez pas faire des effets de gang. Par contre, noirs, arabes et hispaniques déplacés, c'est la criminalité partout. C'est un désastre. Après, encore une fois, il y a des gens de bonne famille, il y a des gens qui sont bien éduqués, et c'est pour ça qu'il est important de faire des statistiques ethniques, religieuses, et à partir des résultats, voir quel pays on interdit pendant un certain temps, tant que les comportements n'ont pas changé. Et comme ça, on peut vivre tous ensemble. Les personnes venant en France, très bien. Déjà, pour obtenir le titre, tu travailleras. Sur ce que tu travailles, on mettra entre 3 et 5 000 euros sur, on va dire, 6 ans de côté. Donc, chaque mois, tu devras payer une sorte de taxe à moitié. Cet argent, en fait, il restera de côté. D'accord. Pendant peut-être 10 ans, je sais pas, ou autre. Si tu te comportes bien, il te reviendra. Si tu te comportes mal, tu seras expulsé du territoire et l'argent servira à rembourser les dégâts que tu as faits. Ça déjà, ça serait une solution. Ensuite, étudier les profils avant qu'ils viennent dans les pays d'origine. Test psychologique, test d'aptitude à parler au français par exemple pour notre pays. Et à partir de ces résultats, des gens pourraient délivrer des titres provisoires pour que les gens après deviennent français. Et on aurait moins cet effet ghetto. On reprendrait la main aussi sur l'éducation, là où les jeunes aujourd'hui préfèrent aller dès 12-13 ans faire les choufs dans la rue, ou être comme ça à faire des contrats, mettre des coups de couteau ou tirer, même si c'est une minorité. On trouverait un intérêt pour l'éducation, la culture, l'étude, ce genre de choses. Et le respect des familles, par exemple. Il y a énormément de solutions. Hein. Le problème, c'est que ceux qui veulent les appliquer, bah, ça va pas aller dans les sens des islamistes. Ça va pas aller dans le sens non plus des colons africains ou moyen-orientaux qui sont venus ici et qui pensent que d'ici 10 ou 20 ans, par la conquête du corps des femmes, ils vont avoir suffisamment d'éléments, suffisamment d'enfants pour enfin déclarer ce qu'ils désirent. Ça fonctionnera pas. Et l'histoire, elle se répète toujours. C'est-à-dire, l'occidental, il est calme. Tu lui frappes la joue droite, il tend la joue gauche. Tu lui frappes la gauche, il retend la droite. Et puis, à un moment, il analyse, il est marqué, il y a des traces, voyez, de cette violence. Et il se réunit. Et là, bah, il peut en arriver à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ou avant même, il y a plusieurs fois dans l'époque européenne, enfin dans l'histoire européenne, et il y a eu en fait des Français qui étaient sages, qui sont laissés maltraiter, et puis à un moment il y a eu le ras-le-bol. Et quand celui-ci s'exprime, les Français ils sont très efficaces, hein. Comme leurs voisins germains ou autres, c'est du nettoyage direct. Hein. C'est-à-dire, il n'y a plus de je cogite, est-ce que je peux être ami avec lui? Non. On a tous été martyrisés, tous été marqués par les colons, pas de problème. Et c'est ce qui s'est passé, entre autres, face à la colonisation des barbaresques. D'accord, les arabo-musulmans de 1500 à 1700, ils faisaient du désordre en France. Ils méprisaient les Français, même jusqu'à l'État. Et puis il y a un jour, comme ça, un des dirigeants qui s'est rendu en Algérie. Et eux, ils avaient tellement pris la confiance qu'ils l'ont carrément, apparemment, fouetté avec voyez-vous, un éventail. Le mec, il est revenu en France, ni une ni deux, les unités étaient déjà prêtes, c'est parti à la conquête. Hein. Et là où hier, il y en a certains qui faisaient l'effort, ils chouinaient, ils se cachaient avec la population, au point, il y a même eu l'enfumage qui a duré des heures pour certaines grottes. Alors on laissera, ouais, c'était les chambres à gaz. Non, 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 les gens pouvaient sortir. Qui a été vraiment le criminel dans cette situation? C'est pas les Français, c'est les criminels d'hier qui faisaient les traîtres arabo-musulmanes, qui enlevaient des femmes blanches, qui traitaient mal les chrétiens, qui violentaient les Français. Au moment où ils devaient récupérer leur dû de tout le mal qu'ils avaient fait, ils sont cachés avec la population. Donc s'il y a après quelque part ce que certains nomment des effets collatéraux, donc des parties de population qui sont décédées malheureusement, paix à leur âme,
C'est à cause des bourreaux à nouveau. C'est comme le Hamas aujourd'hui. Le Hamas joue des bras avec certains et dès qu'ils perdent, retour avec la population. Et on essaye de se cacher. Ça, c'est des comportements de lâches. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On a des colons qui viennent sur notre territoire faire le bordel, violenter, agresser, comme je vous le dis. Et au moment où on va se réveiller, parce qu'il y a un moment où il y aura le nettoyage, vous voyez, le gouvernement, il est toujours gouverné, on va dire, par des gens qui veulent de l'Union européenne. Et pas par des Africains. Ni par des islamistes, ni encore par des Moyen-Orientaux. Donc quand ils vont décider qu'il devrait y avoir un nettoyage, ils auront déjà les uniformes, déjà la stratégie, et il peut être assuré, sûr et certain pour les étrangers qui foutent le bordel, que des gens comme moi et bien d'autres, on sera en uniforme dès l'heure que sera suivie la livraison, et qu'on sera prêt à obéir et à charger les wagons, charger les paquebots, charger les avions, tout ce qu'il faut, et sans aucune peine. Et on est comme ça des millions en France, même en Europe, prêts juste à attendre qu'il y ait une sorte de guide, qui est quelqu'un qui donne l'ordre d'enlever les mauvais éléments. C'est-à-dire les personnes qui sont bien, qui n'ont pas de soucis, qui sont intégrées, qui travaillent, il n'y aura pas de soucis. Eux, ils seront là, et peut-être même ils participeront avec nous. Tous les autres qui ont foutu le bordel, qui n'ont pas de papier, qui sont présents illégalement, qui ont des logements qu'ils ont détournés de X ou Y manière, tout ça, le nettoyage. C'est une sorte de blitzkrieg, ça sera éclair. Et le gouvernement sait déjà, il a enquêté, et il a les adresses, ils savent à quel moment faire tomber tel réseau qui a également acheté des armes, ceux qui se préparaient à essayer de mettre en place leur califat, ce que vous voulez, tout est déjà prêt. Certains ont parlé de l'opération Ronce, mais ce sera même mieux que ça encore. Et il n'y aura pas que des militaires. D'accord ? Parce qu'il y en a beaucoup qui oublient que dans les gendarmes, dans les policiers également, ou encore dans les corps militaires, la majorité, et que ce soit pour la France, pour l'Allemagne, etc., c'est des Européens. Donc en fait, il faut juste un ordre donné pour que le nettoyage soit effectué. D'accord ? Et non, on n'en veut pas à des gens, encore une fois, je le répète, qui sont très bien acclimatés, qui vivent selon nos coutumes, mais tous ceux qui ont voulu s'imposer, ce sera terminé. Sans aucun souci. Les constructions de nouveaux, comme ça, lieux de culte pour prendre toujours plus d'espace public, ce sera terminé. On laissera ceux en place, il n'est pas question de détruire, mais il n'y en aura pas d'autres. Ça, c'est important aussi à dire. Alors, on pourrait continuer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Là, je vous ai quasiment pas lu le livre, j'ai plutôt commenté et partagé des phénomènes qui touchent toute la société. J'essaie de vous synthétiser ça du choc de civilisation, parce que de facto, vous doutez bien, quand l'ordre va être donné du nettoyage, il y en a certains qui sont armés, il y en a déjà préparés en fait à nous faire la guerre, mais qui disaient qu'ils étaient nos frères. Donc, ça va partir en bain de sang, en bouillie quelque part. Et on peut déjà voir, juste pour des événements sportifs, à quel point Paris peut être à feu, quasiment à 100. Donc imaginez, quand les aides sociales vont être coupées, quand certains vont être délogés, quand on va en expulser bon nombre, et peut-être même, parce que là il est question aussi que les prisonniers payent leur peine, pas seulement d'être enfermés, ils devront rétribuer. Comme ils n'auront pas d'argent, on va certainement arriver à ce modèle magnifique dont je vous parle depuis un certain temps, un peu comme au Salvador, établir des camps du travail. Ça va être magnifique. Avec vraiment des limites des villes qui seront seulement des prisons. Vous voyez, il y a même Trump d'ailleurs qui a rouvert, je crois que c'est, pas Gibraltar, mais comment on appelle ça là ? Guantanamo ou un truc comme ça. Non, c'est un autre nom encore, une île. Je sais plus comment elle se nomme, mais bref. Je crois que c'est... Attends. L'île où les gens ne sont jamais quasiment échappés. Ah, putain. Ah, je sais même plus. Il faudrait que ça me revienne. Mais enfin bon. Petit à petit, il y a des belles directives qui s'ouvrent. Et donc l'avenir nous permettra d'avoir ces camps du travail. Les gens également, les prisonniers les plus radicaux, extrêmes sur une île. Quoi de mieux, quoi. Pour enfin retrouver un peu d'aération et pouvoir respirer de nouveau dans cette société. Je vous dis à très bientôt, je pense qu'on fera un épisode 2 plus complet sur ce que vraiment Huntington nous dit. Là, je vous ai apporté beaucoup de mon analyse, de ce que je ressens de la société actuelle. À nouveau, je récapitule rapidement, pour qu'un peuple soit fort et puisse recroître, il a besoin que les femmes se respectent, que les hommes aient une identité, ne soient pas des lavettes LGBT ou encore efféminés, n'ayant, on va dire, aucune connaissance du pays, par exemple. Nous avons besoin de personnes assez fortes qui s'intéressent à ce qu'il y a dans leur assiette, s'intéressent
à leur terroir, à leur territoire, mais aussi donc à leur forme physique et intellectuelle. C'est un tout, et c'est pour ça qu'il faut travailler au maximum sur tous ces points-là. Je vous dis à très bientôt. La vérité est notre avenir. En chrétien, même si je peux avoir des doutes, des questionnements, me conduisant à peut-être remettre en cause même la notion de Jésus ou encore de ce qui est annoncé par les évangiles. Même, je vous ai mis un petit post récemment en vous disant si c'était le Fils de Dieu ou même le prophète qui doit ramener à être sauvé par son nom, à connaître son message, comment se fait-il que des pays d'Amérique n'en apprennent l'existence qu'au XVe siècle, par exemple? Comment se fait-il que certains pays africains l'ignoraient jusqu'à récemment, entre autres, et que ce ne soit pas pratiqué, par exemple, en Chine ou même en Russie? Avec le temps, c'est venu, notamment l'orthodoxie pour la Russie. La Chine, c'est toujours assez délicat, parce qu'ils ont leurs propres croyances. Mais comment se fait-il que le message ait mis tant de temps à se répandre? C'est-à-dire quoi, que ces humains, pendant 10 siècles, 15 siècles, ou même 5 pour certains, n'avaient aucune importance aux yeux de Dieu? Je n'y crois pas. Et c'est là où ça me fait douter de la religion qui est avant tout un modèle politique d'époque, qui n'avait pas de parti politique pour gouverner plus facilement sur les peuples et les emmener à se rassembler, à édifier des choses. Merci pour votre écoute. Donc je reste quand même chrétien en soi dans la base européenne. J'écoute aussi ceux qui se disent dans le paganisme, intéressés à redonner un renouveau à l'Europe. Et n'oubliez pas, l'histoire vient souvent à répéter les choses. Examinez comment le peuple français ou même le peuple germanique ou les Romains ont été agressés à de multiples reprises, ont su se relever, et c'est pas demain que ça ne se reproduira pas. Bien au contraire. Soyez prêts pour certains, pas à rentrer dans l'art de n'importe qui serait différent, ça n'a pas d'intérêt. Il y a quelqu'un, là, des fois, il met des commentaires stupides, il me dit, je crois qu'il est en Pologne, ou un truc comme ça, il me dit, pourquoi tu vas pas directement passer à l'action? Tu crois que je vais aller dans la rue agresser quelqu'un qui a rien fait? Non. On est avant tout civilisé, on attend que les ordres soient donnés, on fera les choses proprement. Ça sert à rien de rentrer dans l'art d'innocence, ça sert à rien de faire des délinquances ou des crimes quand on dénonce ça. La structure doit venir d'en haut pour tout recontrôler et tout recadrer. Merci à vous, à très bientôt. La vérité donc est notre avenir. La victoire étant assurée d'avance. Amen.